Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est le 8 juin 2022, c'est l'épisode 57 que j'ai intitulé Mon guide, on va dire, de la bienveillance en couple. Aujourd'hui on va parler de bienveillance et j'aimerais que tu imagines en fait un monde parfait dans lequel en fait on a la capacité d'être dans la bienveillance dans toutes nos interactions. Et ce sera un peu un monde merveilleux, ce sera un monde qui n'est sûrement pas vraiment réel. Mais en même temps, dans ton couple, dans ta relation de couple, ça peut être intéressant d'imaginer que, de visualiser, certains diront, que c'est possible d'aller dans plus de bienveillance, plus souvent, plus longtemps, enfin voilà, de vivre, on va dire, la bienveillance de manière un peu plus profonde, un peu plus régulière, un peu plus constante. Et peut-être que ce ne sera pas le monde parfait que je te présentais il y a quelques instants, mais ce sera un monde qui sera sûrement plus agréable à vivre pour toi. Et si tu arrives à étendre ça autour de ton couple, sûrement pour les gens autour de toi aussi. Et dans la dimension du couple, la bienveillance, c'est quelque chose qui est très à la mode, j'en entends beaucoup parler, je vois beaucoup de gens, on a fait quelques ateliers avec ma compagne, et beaucoup de gens veulent la bienveillance, parlent de bienveillance, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche fortement, en fait, c'est quelque chose qui est important de plus en plus. Moi, je me souviens quand j'étais célibataire, que je m'étais mis sur quelques sites de dating. Je sais que bienveillance, ça va attirer plusieurs femmes entre guillemets qui étaient venues pour ça, parce que c'est quelque chose qu'elles cherchaient en fait chez un homme. Et c'était dans ma description. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est pour ça que je t'en parle dans un épisode dédié, que c'est un peu un guide entre guillemets. Cet épisode-là pour donner des clés importantes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, qu'on recherche tous plus ou moins, ou qu'on aimerait bien avoir un peu plus dans nos relations. Mais la question, en fait, c'est est-ce qu'on est vraiment bienveillant ? Est-ce qu'on l'est de manière régulière et fiable ? Et aussi, ça veut dire quoi être bienveillant ? Donc ça, on va le voir un peu plus loin. Mais moi, ce que je trouve, mon opinion, c'est aussi qu'il y a très souvent, on pense être bienveillant, ou de temps en temps, ça dépend un peu des personnes, je ne vais pas faire trop de généralité non plus, mais on pense être dans la bienveillance, et on est plutôt dans l'automatisme, dans la réponse automatique, dans la maladresse. Et pour moi, c'est de la non-bienveillance, par exemple. Et je vais en parler un peu plus tard à la fin du podcast, mais ça vaut le coup de se dire qu'encore une fois, la bienveillance, c'est pas noir et blanc, c'est pas oui, je suis une personne bienveillante et je le suis tout le temps, non, je suis pas une personne bienveillante et je le suis jamais. C'est parfois je le suis de manière un peu mieux, on va dire, ou que d'autres. Il y a de la bienveillance à droite et maladroite selon la situation, selon la personne avec qui tu es. Donc il y a plusieurs niveaux, il y a différents niveaux de profondeur aussi, et c'est pas aussi simple que ça. Mais on va voir un peu tout ça ensemble aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à tout détailler pour toi et que ce soit utile à l'avenir, aujourd'hui, demain, tout de suite dans ton couple. Alors je relis un peu mes notes, je crois que j'ai parlé un peu de la mode, mais oui, c'est vraiment quelque chose qui est important pour beaucoup de gens dans la dimension du couple, comme j'en disais il y a une seconde. Et vivre la bienveillance, c'est un peu cette idée, moi je le vois être comme un peu dans un îlot de paix. C'est un peu un sanctuaire, on est à l'abri quand il y a de la bienveillance dans la relation. On est vraiment bien, quoi, et c'est agréable de retourner dans la relation, de retourner vers la relation, de retrouver sa chérie, de retrouver sa partenaire. C'est quelque chose qui est super quand on a cette culture de la bienveillance dans le couple, et pas que on a cette culture, mais aussi qu'on est à l'aise avec, qu'on arrive à qu'on sait comment ça marche, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a trouvé la recette, c'était de la cuisine, la bienveillance, on a la recette de la bienveillance, ou on a quelques recettes de la bienveillance au moins pour la ramener, la recréer, la faire renaître quand il y a besoin, ou quand on l'a perdu un peu, ou quand on s'en est éloigné. Ce que je trouve dommage, moi, c'est qu'il y a peu de couples qui vivent cet îlot de paix, ce sanctuaire autour de la bienveillance. Il y a beaucoup de gens qui vivent des relations qui sont plutôt à l'opposé d'ailleurs. Et au fil du temps, ça tourne à l'inverse des fois les relations. C'est-à-dire qu'on commence, on est dans la bienveillance, du moins en partie, et petit à petit on se blesse, on se fait mal, on se reproche, on s'attaque, etc. Et on est sur la défensive, on est blessé, on se défend, etc. Et on va perdre cette qualité de bienveillance et d'accueil qui est important dans la bienveillance. Et c'est une des grandes motivations pour moi. Aider toi, les lecteurs du blog, ceux qui écoutent le podcast, à aller vers un mieux faire, on va dire, autour de la bienveillance, du plus souvent, peut-être être un peu plus adroit avec. C'est vraiment une grande motivation du podcast. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai appris à, je n'oserais peut-être pas dire maîtriser, mais j'ai appris à être vraiment
dans un niveau de bienveillance dans ma relation de couple vraiment bien au-delà d'où j'étais capable d'être il y a quelques années. Et je vois les fruits que ça amène, je vois la qualité de la relation que ça amène. Je vois aussi les challenges que c'est des fois de pas suivre des vieux schémas, ne pas le faire, ne pas réagir comme on a toujours réagi en fait. C'est-à-dire ça, même si ça part d'une bonne intention, c'est pas nécessairement bienveillant, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui va servir mon couple, qui va être utile pour ma relation, qui va faire du bien à ma partenaire, qui va me faire du bien à moi. Même si c'est plus confortable, même si ça paraît automatique, même si ça paraît quelque chose comme qui doit être fait ou doit être dit, etc. C'est pas toujours la bonne réponse. Et donc c'est vraiment, c'est pour ça que ce podcast existe, c'est pour ça que Graines de Cœur existe aussi. Alors on va prendre un petit moment avant de se lancer un peu dans mon guide pour définir un peu la bienveillance. Alors j'ai hésité de donner ma définition et j'en ai regardé plusieurs en ligne, une que j'ai trouvée très bonne. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Donc c'est, plus ça a l'air d'être un site sympa, c'est laviesenplusjoli.com et qui définit la bienveillance comme c'est choisir d'apporter quelque chose de positif et de bénéfique à l'autre. La personne bienveillante est dans une attitude active et fait des efforts. La bienveillance demande une certaine disposition, un certain état d'esprit. Vous pouvez choisir de devenir une personne bienveillante. Donc je vais la relire une deuxième fois, peut-être un peu plus vite cette fois, mais juste pour qu'elle s'imprègne un peu, que tu comprennes de quoi on parle, parce que je sais que c'est un podcast, j'ai pas envie que tu peux mettre pause et réécouter, mais c'est pas toujours très pratique, moi je l'ai sous les yeux. La bienveillance, c'est choisir d'apporter quelque chose de positif et bénéfique à l'autre. La personne bienveillante est dans une attitude active et fait des efforts. La bienveillance demande une certaine disposition, d'un certain état d'esprit, d'un esprit conscient, pardon, pas d'un certain état d'esprit, mais d'un esprit conscient, donc disposition d'un esprit conscient, et donc on peut choisir d'être en bienveillance pour devenir une personne bienveillante, donc c'est un choix. Donc je voulais juste savoir déjà si cette définition elle te parle, si elle te paraît complète, si elle te paraît intéressante. Moi je l'ai pris parce que je l'aime bien en fait, j'en ai lu quelques-unes, c'est celle-là qui m'a vraiment attiré le plus, et du coup je suis parti dessus. Parce que je la trouve accessible et complète. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Des fois, la bienveillance, c'est dur à définir. Je trouve que les mots qui ont été choisis sont agiles, on va dire, et elle est facile à comprendre, et elle englobe la majorité des notions importantes. Et surtout, pour moi, ce qui est vraiment essentiel dans cette définition, c'est que, déjà, on peut partir du principe qu'on est tous bienveillants par nature. On va dire que si on grandit, si on prend un nouveau-né, on peut partir du principe que ce nouveau-né, c'est cette personne qui vient de vivre, vient de vivre, non, ça fait déjà des mois qu'elle est en vie, mais cette personne qui vit est bienveillante et éventuellement, avec les expériences de la société, avec les expériences de la famille, avec les expériences, tout ça, on peut devenir blessé, on peut devenir défensif, on peut sortir un peu de cette dynamique-là, mais notre essence à nous, notre intention est pure, ça c'est une croyance, et c'est pas vraiment le thème de ce podcast, mais souvent je parle d'intention pure, c'est-à-dire que mon invitation c'est à ne jamais douter de l'intention de quelqu'un, même si c'est... j'ai les mots en anglais qui viennent, même si c'est malicieux, même si ça paraît violent, même si c'est une tromperie, hein, c'est souvent l'exemple personnel que je prends, j'ai été trompé dans une relation précédente, quand j'étais marié, et je pars du principe que l'intention de mon ex-femme était pure en fait. C'est pas pour ça qu'on s'est séparés, hein. Mais on a d'ailleurs très bien reconstruit la relation après cette séparation, après cette étape-là, pardon, il n'y a pas eu de séparation, mais c'est cette tromperie-là. Mais je pars toujours du principe que son intention est pure, et que même si ça peut paraître quelque chose qui est mesquin, on va dire, de tromper, elle cherchait juste à satisfaire ses besoins. Voilà, les besoins de Tony Robbins, j'en parle parfois dans d'autres contenus, donc je l'amène rapidement pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, il faudra un peu explorer d'autres articles ou d'autres podcasts. Mais pour revenir un peu à mon point d'avant, ce que je disais, c'est que, ok, ça se choisit d'être bienveillant, on l'est tous plus ou moins naturellement, mais on peut l'avoir perdu, et si on l'a perdu, c'est une décision, ou si on n'est pas à l'aise avec, ou si on est moins agile avec, etc., on est un peu maladroit, qu'on ait des problèmes de colère, des problèmes d'anxiété, des réponses automatiques, comme on va voir un peu plus loin, c'est déjà de commencer, de prendre cette décision, de se dire, moi, je vais être une personne bienveillante. Ça ne veut pas dire que je vais être parfaite, ça ne veut pas dire que je vais être parfait, ça ne veut pas dire que je vais le faire tout le temps, mais je vais aller dans cette direction-là, et quand je fais une erreur, je vais analyser ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, pourquoi j'étais pas dans la bienveillance, quelles émotions ça a déclenché chez moi, etc., pour revenir la prochaine fois, essayer de faire mieux, etc., et de s'améliorer. Donc il y a une notion d'effort, hein, et il y a une notion d'effort à faire, donc c'est aussi là que je voulais en venir dans cette définition, et à ce côté
qui a besoin d'une certaine conscience. Donc c'est pas quelque chose, la bienveillance, c'est pas automatique. Si tu te dis que tu es bienveillant tout le temps, de manière automatique, c'est soit tu as tout compris, et je sais pas ce que tu fais à écouter ce podcast, soit tu te racontes des bobards. Donc après, il faut voir quelle explication te va et celle que tu vas accepter. Mais je ne suis pas tout le temps dans la bienveillance, automatiquement, naturellement, sans faire d'efforts. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça malheureusement. Ce serait bien si on était capable de le faire en automatique tout le temps, mais c'est pas vraiment dans le monde dans lequel on vit, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe un peu à tous les niveaux de notre société pour comprendre que c'est le cas et que toi et moi, on n'est pas des exceptions, même si peut-être on y arrive un peu mieux que certaines autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est des maîtres, et ça veut dire qu'il faut rester humble et continuer sur son chemin et continuer à apprendre. Et surtout, ce qui est un vrai challenge, alors, maintenir la bienveillance dans sa relation, dans la communication, dans nos intentions, dans tout ce qui se passe quand tout va bien, quand on est plein d'énergie, quand on a bien dormi, quand la journée se passe bien, c'est facile. Bon, c'est facile, c'est facile à dire aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas malgré tout, qui pensent être dedans, et moi, selon mes définitions à moi, elles ne sont pas vraiment dedans. Hein. Je vais te donner quelques exemples à la fin de ce podcast. Mais par contre, quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu es débordé, ça peut être plus compliqué pour ceux qui, encore une fois, qui ont accès à la colère facilement, pour ceux qui se referment facilement, pour ceux qui sont pas à l'aise avec les émotions, etc., etc. C'est des choses qui vont être difficiles. Ça va être difficile d'aller dans la bienveillance s'il y a tout ça. J'aimerais te parler un peu de mon expérience. On a fini un peu avec la partie de définition. Je voulais parler un peu de mon expérience avec la bienveillance, pourquoi c'est important pour moi, et un peu comment je le perçois, comment je le vis en fait. Peut-être autre chose qu'avec des... Là, on a vu la définition, là, c'est plus comment je le ressens en moi. C'est comment ça vient à l'intérieur de moi quand j'ai envie d'être dans la bienveillance. Donc comment je ressens et je vis la bienveillance. Donc moi je suis curieux déjà de savoir, une fois que j'aurai fait le petit exposé, si ça te parle, tu peux me laisser un petit commentaire pour voir comment toi tu vis la bienveillance et si entre guillemets mon expérience te semble... Enfin je sais pas, elle correspond à la tienne, ou si ça s'exprime, la bienveillance s'exprime de manière un peu différente pour toi. Chez moi la bienveillance c'est une envie qui est assez douce mais qui est assez profonde. C'est une envie d'être là pour moi et une envie d'être là pour l'autre aussi. C'est un élan pour créer une atmosphère qui va inviter la confiance et en même temps qui va réussir à rendre le moment qu'on est en train de co-créer, de copartager plus agréable, plus apaisant. C'est aussi cette volonté d'ouverture et de vulnérabilité. D'être capable d'accueillir ce qui est, mais comme c'est, pas en cherchant à modifier ce qui est chez moi, ou ce qui est chez ma partenaire, ou ce qu'elle dit, ou qui elle est, ou qui je suis. C'est juste où j'en suis, où elle en est, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qui se passe pour moi. Et juste accueillir ça, sans vouloir le changer, sans vouloir la réconforter ou me réconforter, sans vouloir aider ou sans vouloir sauver l'autre. C'est vraiment un accueil plein, on va dire. Moi, c'est un peu comme ça que c'est les mots que j'ai réussi à mettre autour de mon élan de bienveillance, de comment ça se... J'ai envie d'être dans la bienveillance, en fait, quand je suis dans ma relation, quand je suis dans mon couple, quand je suis avec les gens autour de moi. Et c'est un peu ça qui se passe, quoi, chez moi. C'est vraiment créer un espace d'accueil aussi ouvert que possible, aussi doux que possible, et en même temps avec une radicalité, une honnêteté, radicale, totale et bienveillante et douce, avec une ouverture de cœur, avec une ouverture d'esprit sur ce qui se passe, qui est, sans être dans le jugement, sans être dans le jugement, dans le rejet, plutôt être dans l'accueil, vraiment créer un espace d'accueil et derrière avoir aussi des outils de communication, une manière de s'exprimer qui fait qu'on arrive à préserver ça, en fait, quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, quel que soit si on est fatigué, si on n'est pas fatigué, etc., etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment agréable à vivre au quotidien, et plus je le vis au quotidien dans ma relation de couple, plus j'ai envie de l'étendre au-delà, plus j'ai envie de le cultiver dans mon couple, en fait. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est pour t'aider à faire de même. Et donc voilà, c'était un peu en quelques mots, comment je vis moi la bienveillance, comment quelle est l'énergie, on va dire, si je devais la décrire, qui est en moi autour de la bienveillance. On peut rencontrer un problème assez majeur avec la bienveillance, et c'est qu'elle a une sorte d'exigence, en fait, la bienveillance. Elle n'est pas facile, elle n'est pas toujours facile, et donc si on est dans une dynamique de relation bienveillante, il faut arriver à être soi-même autant que possible.
de plus en plus aussi, donc ça c'est du travail, il faut arriver à avoir accès à sa vulnérabilité, à sa présence, il faut être présent aux échanges, à la relation, à ce qui se passe, il faut avoir de l'attention aussi, donc ça revient un peu à la définition, tout ça, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes, et co-créer, maintenir ça sur la durée de chaque côté, donc chez les deux partenaires et à travers le couple, c'est pas simple, il y a plus de couples qui échouent que de couples qui réussissent, il y a même des couples qui commencent pas sur cette base-là, donc il y a des couples qui commencent à ce niveau-là et qui le perdent, d'autres qui ne commencent pas à ce niveau-là et qui n'y arrivent jamais, d'autres qui commencent à ce niveau-là et qui le maintiennent, ou d'autres qui ne commencent pas à ce niveau-là et qui arrivent à le créer, peu importe. Mais c'est vraiment pas évident, en fait, de vivre tout ça, de vivre cette qualité-là de bienveillance. Donc, être soi-même, être vulnérable, être présent, être attentionné. En fait, la bienveillance, cultiver une culture de bienveillance dans son couple, ça implique en quelque sorte, ça impose un travail sur soi et de faire des efforts. Donc là, c'est un peu... C'est plus moi qui le dis que la définition, mais je pense qu'elles se rejoignent tous les deux. Il y a vraiment ce côté où ça impose en fait ce chemin spirituel, ce chemin en développement personnel, ce chemin émotionnel, en psychologie, en thérapie, en coaching, peu importe les modalités que tu utilises, en religion, mais ça impose ce chemin-là en fait. Et en fait, c'est la bienveillance qui le demande en fait. C'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas être dans la bienveillance. C'est comme si tu dis j'ai envie d'être dans la bienveillance, mais non, je ne veux pas travailler sur ma communication. Tu vas l'être parfois, ça ne veut pas dire que tu ne le seras jamais, mais il y a des fois où tu seras incapable de le faire parce que tu n'auras pas les bons outils, tu n'auras pas la bonne manière de faire, si tu ne travailles pas sur tes émotions, sur tes blessures du passé, si tu n'avances pas, si tu ne chemines pas. Il y a plein de situations où tu n'auras simplement pas la capacité d'aller en bienveillance, en fait, d'aller vers le plus de bienveillance, selon s'il n'y en a pas, ou s'il y en a un peu, ou si elle est maladroite, etc. Donc ça c'est important, donc le vouloir, faire le choix de vouloir être en bienveillance, c'est un bon début, mais encore une fois, même d'ailleurs c'est la première fois que je vais le dire, peut-être le reformuler autrement, du coup c'est un bon début de faire le choix, mais la bienveillance ça s'apprend, ça s'affine, ça se cultive, ça se développe, ça se raffine, c'est vraiment un art un peu, c'est un art d'être en relation avec soi et les autres, et c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui est pas acquis, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est un équilibre à retrouver, une harmonie qui se perd et qui se retrouve, etc. Donc j'aimerais te parler de quelques clés importantes pour aller, ou quelques ingrédients, on va dire, de bienveillance. La bienveillance, c'était une recette, comme on disait tout à l'heure. Voilà quelques ingrédients pour faire une recette. Alors il faut peut-être pas tous les ingrédients tout le temps, mais disons que si tu as déjà ces 5 ingrédients, je crois qu'il y en a 5 ou 6, si tu les as tous, c'est déjà un très bon début. Mon premier ingrédient, ce serait un choix réciproque. Ce serait que toi, tu fasses ce choix de bienveillance et que les gens autour de toi, ton couple, ta chérie, ton chéri, fassent aussi ce choix. Donc c'est important d'essayer de le faire à deux. Déjà, c'est important de le faire pour toi, quoi qu'il en soit, mais si on parle de couple, là, vraiment, si on se concentre sur le couple, de se dire, ok, on va aller vers plus de bienveillance, on va travailler là-dessus, ça va être notre focus, ça va être un des piliers de notre couple. Donc ça veut dire que, encore une fois, on revient sur le travail sur soi, sur la conscience, sur faire des efforts, etc. Et que tu partes de loin ou pas, que ton couple parte de loin ou pas, donc encore une fois, c'est un choix, on revient au choix, et tout le monde, que tu partes de très loin ou pas, tu peux décider de prendre ce chemin. Il y en a pour qui ça va être une petite rando de quelques jours, ou un bivouac, il y en a pour qui ça va être Saint-Jacques-de-Compostelle, il va falloir partir plusieurs années sur ce chemin-là, enfin, c'est que quelques mois, j'exagère un peu, mais voilà, ça va être un chemin plus ou moins long. Selon où tu en es aujourd'hui, mais c'est ok. Voilà, donc c'est important de prendre cette décision, et puis après on repart sur l'intention positive, la présence, les efforts, la conscience, etc. etc. Et aussi, si tu décides de prendre ce chemin-là, ou si ton couple décide de prendre ce chemin-là, il ne faut pas du tout baisser les bras, il faut persévérer, parce qu'il y aura des moments où vous allez être maladroit, il y aura des tentatives ratées, ça ne va pas être tout beau, tout rose tout de suite, c'est pas j'ai décidé d'être bienveillant, alors je le suis, et tout se passe bien. Non, il y aura des moments où la vie nous teste, et moi la vie m'a testé pas plus qu'hier en écrivant presque au moment où j'écrivais en fait ce podcast, tout simplement, où je préparais un peu mes notes, et on est retesté à tous les moments, et je me rendais compte que ma réponse automatique était pas nécessairement dans la bienveillance, parce que c'était mes blessures à moi, et il fallait que je fasse quelque chose qui était plus difficile que faire ce qui me semblait... ce qui était là pour moi, quoi, et c'est pas toujours facile, donc voilà, on est testé, on a beau être sur le chemin continue, la vie nous renvoie à des choses sur lesquelles on doit travailler, comme toujours, et elle nous fait avancer. Donc l'ingrédient numéro 2, pour moi, la bienveillance, c'est aussi une ouverture de cœur, donc il y a ce côté
co-créer un espace où il y a de la place pour la vulnérabilité à deux, être soi-même, et surtout cette notion d'accueil. Hein. Et en fait, donc ces trois, entre la vulnérabilité, être soi-même, ce qui n'est pas que de la vulnérabilité, hein, c'est aussi une certaine confiance, être soi-même, c'est s'autoriser à être comme on est, et à pas se changer pour l'autre. En plus, il y a la vulnérabilité du coup d'ouvrir son cœur, de partager un peu son univers, etc. Et il y a aussi l'accueil de ce qui est chez nous, chez l'autre. C'est ces trois composants, on va dire, de cet ingrédient qui sont vraiment importants pour une relation saine. Hein. C'est des choses qui pour moi, c'est difficile d'avoir une relation saine sans vulnérabilité, sans la chance d'être soi-même, de pouvoir être soi-même et d'apprendre à cultiver ça. Encore une fois, c'est pas je suis toujours moi-même ou je suis jamais moi-même. Être soi-même, ça veut pas dire je ne travaille pas sur moi, je n'évolue pas, je ne change pas également. C'est pas accepter comme on est. Ce n'est pas simplement accepter comme on est et ne plus jamais changer. Être soi-même, c'est aussi évoluer et changer. Mais c'est être authentique autant qu'on peut au moment où là où on en est, ce qu'on est dans l'accueil de qui on est, de ce qu'on fait. Donc ça implique l'ouverture de cœur, ça implique de sortir des jugements, du rejet, de l'incompréhension, de la honte, pour pouvoir ouvrir son corps à ce qui est. Donc on vient accepter ce qui est ici et maintenant, chez moi, chez l'autre, comment je suis, comment je me sens, etc. Et peut-être un point très important ici, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la bienveillance si, admettons, on crée une culture de vulnérabilité dans le couple. Globalement, ou en début de relation, on s'ouvre à l'autre, on partage des choses personnelles. Il y en a qui diront que la vulnérabilité ou l'intimité, ça peut être aller dans la manière, dans la relation à la sexualité, mais ça va bien au-delà. C'est ce qui se passe émotionnellement, c'est ce qui se passe mentalement, c'est ce qui se passe vraiment en nous, chez nous, dans notre vie, ou ce qui s'est passé dans le passé. Ça peut être ça la vulnérabilité, montrer tout ça ou partager tout ça à l'autre. Et en fait, donc, tant que ça, c'est pas réutilisé contre nous, ça va bien. Il y a une règle d'or en couple, j'en ai pas parlé encore dans ce podcast, mais c'est ne jamais réutiliser la vulnérabilité contre l'autre. C'est-à-dire que si moi je dis quelque chose de... On va prendre un exemple simple, hein, on va prendre un truc sexuel que j'ai envie de faire avec ma chérie par exemple. Ça peut être très vulnérable de dire, bah voilà, j'ai envie qu'on fasse ça, j'aimerais qu'on le fasse comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? Ça peut être très très vulnérable parce qu'on a pu être jugé, et puis y avoir de la honte, hein, pour revenir à ce que je disais juste un peu au-dessus, hein, jugement, rejet, incompréhension, honte. Hein, c'est des choses autour de la sexualité qui arrivent vite. C'est-à-dire que donc moi, j'ai le courage de l'amener, je suis moi-même, etc. Je suis vulnérable, j'accueille ce qui est là pour moi. Donc les 3 premiers points que je venais de te dire, vulnérabilité, être soi-même, accueil. Et si je fais face à du rejet, de l'incompréhension, de la honte ou du jugement, en fait, ma vulnérabilité, elle est réutilisée contre moi. Et ça va me refermer. Donc ça va refermer mon cœur, ça va me fermer à certains aspects de la relation. Je sais que, par exemple, dans la sexualité, il ne faudra pas que j'amène des trucs un peu originaux, on va dire. Parce que c'est pas bienvenu dans la relation, il n'y a pas cette capacité d'accueil, il n'y a pas cette bienveillance qui est là. Alors, on peut être quelqu'un qui se pensait bienveillant, mais juger des choses autour de la sexualité, autour des pratiques spirituelles, autour de plein de choses, autour de la nutrition, autour de la routine du matin, plein de trucs comme ça. Et quand on fait ça, quand on juge, quand on rejette, quand on ne comprend pas, alors on peut ne pas comprendre, hein, c'est aussi ok, mais des fois c'est je comprends pas et je veux pas comprendre, en fait, c'est ça qui pose problème, c'est je comprends pas et ensuite être curieux pour comprendre et éventuellement se dire ça fait peu de sens dans mon univers à moi, je l'accepte, ça c'est cette étape-là est ok, mais être dans la compréhension, être dans le rejet ou dans la distance, etc., ça aidera pas. Donc voilà, c'est peut-être une règle d'or, c'est ne pas utiliser la vulnérabilité, les secrets que partage notre partenaire contre eux, et inversement. Donc si tu es quelqu'un qui fait ça, qui utilise ta vulnérabilité contre toi, ça commence à toucher à des aspects toxiques de la relation. Ça ne veut pas dire que c'est une relation purement toxique, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas très, très bonnes pour toi dans cette relation, du moins à ce niveau-là. Le 3e ingrédient, c'est accepter l'autre, mais pour ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, dans sa splendeur, dans ses défauts. C'est souvent, on tombe amoureux de quelqu'un et on projette, on s'imagine, s'il faisait ça, si elle faisait ça, puis après un peu de thérapie, un peu de dev perso, un peu après de si, quand elle fera si avec moi, ça va être une belle personne. Non, on tombe amoureux d'une image mentale qu'on a créée. Ça se trouve, cette personne-là ne changera jamais comme on pense qu'elle changera. Donc c'est apprendre un peu, peut-être à voir la beauté dans l'autre, mais à pas nécessairement tomber amoureux de qui il ou elle pourrait être. Tomber amoureux de qui il est ou elle est aujourd'hui. Donc splendeur, défaut, qualité, défaut, etc. Et ça demande de lâcher prise
sur notre volonté de changer l'autre ou qui ou elle soit différent en fait. J'en ai un peu touché avant, hein, mais j'ai un peu parlé de ça avant, mais je voulais en remettre une petite couche, c'était le 3e ingrédient. 4e ingrédient, cultiver l'amour et la douceur. Donc là, c'est presque 2 ingrédients en un. C'est essentiel, hein, tout simplement. J'en parle beaucoup sur le blog et sur le podcast aussi. Hein, quand je dis blog podcast ou quand je dis podcast blog, c'est les mêmes sujets. Voilà, les choses sont dites un peu différemment, mais les bases sont les mêmes vraiment. Je traite vraiment des mêmes thèmes. Aimer, c'est un choix, c'est un verbe d'action déjà, aimer. Hein, donc ensuite, quand on fait les actions de l'amour, on maintient l'amour en fait. On tombe amoureux parce qu'on est curieux pour la faire rapidement, hein, mais comme c'est un verbe d'action, aimer, ça veut dire que on va tomber amoureux souvent. Bon, des fois ça nous dépasse un peu, on comprend pas, mais les gens qui ont analysé ça, ils voient que il y a de la curiosité, il y a de l'anticipation, il y a de la projection. Il se passe plein de choses en début de relation qui fait qu'on tombe amoureux, qu'on arrête de faire au fil du temps. Donc rester en amour, cultiver l'amour, ça veut dire continuer à faire ça, maintenir la curiosité, cultiver ou créer une culture de la curiosité pour sa partenaire, même après 10 ans, même après 20 ans, si vous écoutez beaucoup si vous discutez avec des couples qui tiennent sur la durée, qui sont un couple épanoui, qui sont un couple heureux, l'une des choses qu'ils vous diront sûrement, c'est qu'ils ont continué d'apprendre sur leur partenaire. C'est-à-dire qu'en 40 ans de vie, c'est pas exactement la même personne. Il y a plein de choses qui ont changé chez toi, chez elle, chez lui, peu importe. Et pas imaginer qu'on est toujours avec les mêmes personnes il y a 30 ans. Donc rester curieux, c'est important. Donc cultiver, créer, co-créer une culture d'amour et de douceur. Je trouve, moi, quand il y a un couple qui vit vraiment dans la douceur et dans l'amour au quotidien, c'est souvent un bon signe, un bel indicateur de bienveillance dans la relation. Donc c'est pour ça que j'ai mis un ingrédient. C'est souvent, ça va un peu de pair, quoi. C'est difficile d'avoir une atmosphère à la maison qui est dans l'amour et dans la douceur, dans la tendresse et dans la bienveillance, et qu'il manque une partie de cette équation, quoi. Tout vient ensemble ou c'est pas là, ou c'est à moitié là. C'est pas noir et blanc, encore une fois. Hein. Mais si ça manque, si l'amour et la douceur manquent, disons qu'il manque sûrement de la bienveillance à certaines dimensions de la relation. Et le 5e ingrédient, donc ce serait cultiver, cette fois, l'empathie et la compassion. Donc c'est un peu différent. On a touché à ça de manière indirecte jusqu'à présent, mais je voulais le mettre noir sur blanc, enfin assez clair, qui sont aussi importants dans la culture, on va dire, si tu veux créer une culture de couple bienveillante, il te faut de l'amour, il te faut de la douceur, il te faut de l'empathie, il te faut de la compassion. Alors, je vais les définir un peu, ces deux mots, parce qu'ils peuvent être définis de plusieurs manières, ils peuvent être utilisés de plusieurs manières. Souvent, on confond l'empathie, c'est pas toujours très clair. Une des manières un peu simples que je pourrais utiliser pour faire ça rapidement, de définir l'empathie, c'est la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre avec l'autre. C'est pas juste mentalement se dire s'il était dans ses chaussures à lui, qu'est-ce qui se passerait ? Non, c'est aller dans les mêmes chaussures que lui. Pas en regardant de loin. Et je vais prendre l'exemple d'une petite vidéo peut-être que tu as vue. Tu connais peut-être cette chercheuse américaine, Brené Brown. Elle a écrit beaucoup de choses sur l'empathie de mémoire, sur les émotions. C'est une recherche, elle fait des recherches autour de l'intelligence émotionnelle. Elle a plusieurs TED Talks, elle a plusieurs livres. J'ai lu un ou deux de ses livres, au moins un pour sûr, peut-être deux. Et elle a quelques vidéos sur YouTube assez rapides qui expliquent des choses autour de l'émotion, du cerveau, enfin comment ces choses-là marchent. Et elle explique la différence entre la sympathie, sympathy en anglais, et l'empathie, empathy. Et c'est en anglais, hein, c'est une américaine. Et en gros, ce qu'elle explique, c'est que la sympathie, souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui est tombé au fond d'une grotte, il marchait dans la forêt, il n'a pas vu, il y avait un trou, il tombait au fond du trou. Et la sympathie, souvent ce que les gens considèrent de l'empathie, hein, se regarder en haut du trou et dire « Ah, ça va, comment tu vas ? Ah oui. » Et puis, regarder de loin, quoi. Pas vraiment... juste s'intéresser à la personne, mettre éventuellement les pieds dans ses chaussures en disant « Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que tu t'es fait mal ? » etc. Mais c'est tout. Donc ça, c'est la sympathie. L'empathie, c'est prendre une échelle, c'est descendre et s'asseoir avec la personne. C'est aller dans la grotte avec la personne. C'est aller dans le trou avec la personne. C'est vraiment... je sais pas si j'arrive à... Ça fait un petit moment que j'ai pas vu la vidéo en plus, mais c'est vraiment cette idée-là, c'est pas juste de faire un effort mental léger, d'essayer de comprendre l'autre, c'est vraiment d'y aller, l'empathie. L'empathie, c'est vraiment d'essayer du mieux possible que d'être là avec l'autre dans la situation donnée. Et la compassion, ça peut être perçu, ça peut être défini comme une sorte de compréhension émotionnelle.
mais aussi avec l'intention peut-être d'avoir une action pour aider l'autre. C'est en quelque sorte, moi j'appelle ça des fois la bienveillance incarnée, la compassion. C'est-à-dire que c'est un peu une base d'empathie, mais avec une action. Donc c'est comme ça que, du moins que je l'ai défini dans ce contexte-là, dans le contexte du couple, dans le contexte de l'épisode de la semaine, c'est autour de la bienveillance, c'est la définition, c'est le sens que j'aimerais donner à ces mots-là. C'est réducteur de parler de ces mots-là de cette manière-là. Il y a d'autres manières de les interpréter ou de les comprendre, mais dans ce contexte-là, je voulais les définir. C'est souvent quelque chose que je te conseille de faire dans ta relation de couple, c'est définir les termes. Qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Qu'est-ce que ça veut dire tromper? Qu'est-ce que ça veut dire je sais pas, c'est important. Quand tu dis c'est important, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est plus important que toi? Est-ce que ça veut dire que c'est plus important que mes enfants? Est-ce que ça veut dire que c'est plus important que tout, ma famille? Enfin voilà, il y a des... On définit pas, on utilise les mêmes mots, mais ils veulent pas dire la même chose. Donc là, c'est aujourd'hui, dans ce contexte-là, c'est comme ça que je définis empathie et compassion. J'espère que ça t'aide. Donc je te rappelle rapidement les 5 ingrédients qu'on a vus ensemble, hein. Pour la bienveillance, pour un peu mon guide, hein, il est là en ces 5 ingrédients. Donc un choix, c'est un choix à faire la bienveillance, et si possible un choix réciproque. C'est aussi une ouverture de cœur, donc vulnérabilité, être soi-même, accueil, qui sont des qualités importantes à développer, et éviter le jugement, le rejet, l'incompréhension, la honte. Ensuite, accepter l'autre pleinement pour ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, pour ses splendeurs, ses défauts, et aussi cultiver l'amour, la douceur, cultiver l'empathie et la compassion. Et j'aimerais te donner un exemple que je vais oser, je vais dire criant, de non-bienveillance douce, j'ai appelé ça comme ça, de non-bienveillance douce ou de tu-bienveillance. Et je suis curieux de savoir aussi comment tu vas réagir à ça. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qu'ils font quand ils font ça en fait. Et tu le fais sûrement, je le fais encore des fois. Pourtant j'essaie vraiment de faire un effort, surtout dans la relation avec ma chérie, de vraiment, j'ai vraiment passé un cap avec elle à le faire moins que jamais, vraiment. Et encore hier, hein, il y a souvent des moments où je suis là, tu vas aller là où il faut pas. Et je vais t'expliquer ce que c'est dans une seconde. Mais j'aimerais te donner un exemple de quelque chose qui pourrait paraître bienveillant à la surface. Si tu restes à la surface, si tu te poses la question, tu peux dire je suis dans la bienveillance. Dans ma définition à moi, dans la définition de Nicolas de Graines de Cœur de la bienveillance, je suis dedans. Et en fait, d'après moi, non, tu n'y es pas. Donc voilà, j'aimerais te donner cet exemple-là. Et c'est souvent ce que j'appelle une réponse automatique qui peut être de rassurer l'autre ou de diminuer ou de réduire ce qui est. Donc par exemple, ça va être un « ce n'est rien, ne t'en fais pas ». Ne te sens pas comme ça pour si peu, ça vaut pas la peine de te sentir comme ça pour si peu, tout ira bien, je suis là. Donc là, avec ces réponses un peu automatiques, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre partenaire qui a une sorte de détresse, de challenge, de stress, de problème dans sa vie, et on n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec qui souffre, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas comment les aider, on ne sait pas ce qu'ils ont besoin, ça nous intéresse pas. Il peut y avoir plein de choses en fait qui sont là pour nous, qui font qu'il y a un inconfort de notre côté. Et au lieu de faire un accueil plein de ce qui est pour l'autre, de vraiment accueillir l'autre, on va chercher à rassurer, à minimiser, à réduire, à diminuer, avec un « ce n'est rien, t'en fais pas ». Avec un « ne te sens pas comme ça, pour si peu », je sais pas, ma chérie elle me bouscule dans la cuisine, et là je suis désolé, j'aurais pu te brûler avec l'eau, machin, non, c'est pas grave, te sens pas, t'as pas besoin de te sentir comme ça pour si peu, il s'est rien passé. Et en fait, ce que je fais, moi, quand on fait ça, ce que tu fais, quand tu rassures, quand tu diminues, quand tu réduis ce que ressent l'autre émotionnellement, la situation, etc., c'est que tu dis non, c'est pas ok de te sentir comment tu te sens par rapport à la situation, ta réaction elle est pas appropriée, elle est disproportionnée, t'en fais trop, t'en fais tout un plat, etc., etc., et je vais te dire comment penser, je vais te dire il faut pas te sentir comme ça, ou ça ira mieux, etc. Et là, il y a une sorte de mini-violence, de micro-violence, pour certains c'est vécu pour des gens sensibles, ça peut être vécu comme une violence terrible. Je ne veux pas minimiser ça, parce qu'il y a des gens qui vivent ça de manière vraiment pas agréable et qui ont vécu ça toute leur vie dans leur famille. C'est très courant dans les familles. Et moi, j'essaie d'éradiquer toutes ces petites choses-là de ma vie au quotidien, dans mon couple, et de dire je ne vais pas faire ça à l'autre. Et quand l'autre me le fait, et que je ne me sens pas bien de la réaction parce que je n'ai pas été accueilli, je vais être vulnérable, je vais être courageux, je vais dire écoute, c'était pas ça que j'avais besoin. J'ai senti que tu m'as rassuré, j'ai senti que tu m'as diminué, j'avais pas besoin de ça. En fait, des fois, c'est ok de rassurer quand il y a besoin de rassurer. Hein. Je veux pas dire qu'il faut jamais rassurer dans le couple,
mais on a tendance à rassurer trop, tout le temps, de manière automatique quand c'est pas approprié, et ça diminue l'expérience de l'autre, qui est l'autre, etc. Et ça, pour moi, c'est de la non-bienveillance douce éventuellement, un tu-bienveillance. C'est des petites choses qui, quand tu les cumules, quand tu accumules ce genre de réponse automatique dans ton couple, tu vas créer une dynamique qui est moins saine, tu vas créer une dynamique qui peut, au fil des années, se tourner toxique, en fait. Et c'est ces petites choses-là qu'il faut apprendre à faire mieux. Et c'est ce qu'on fait sur Graines de Cœur, c'est ce qu'on fait sur l'émission En Amour que tu es en train d'écouter. On parle de toutes ces petites choses-là, on apprend à faire mieux petit à petit, au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, on corrige, on s'améliore sur des petites choses-là, et on arrive à créer des relations qui sont beaucoup plus agréables à vivre pour toi, pour ta partenaire, pour ton partenaire. Et si jamais t'es... Alors j'ai failli oublier de te donner des petites clés vis-à-vis de ça. Si jamais t'es dans la réponse automatique du rassurer, du diminuer, du réduire, c'est pas grave, c'est pas si important, etc. Déjà, comprends probablement la source de cette réaction est probablement un inconfort que tu as chez toi et que tu es en train de pousser sur l'autre. Donc déjà, il faut, si tu le ressens, c'est bien. Si tu le ressens pas, il faut peut-être regarder un peu en toi, voir si tu arrives à mettre le doigt dessus, si c'est autre chose. Il y a peut-être autre chose pour toi. Et ensuite, observe ce qui se passe. Donc pourquoi tu n'es pas à l'aise avec cette situation ? Est-ce que c'est parce que ta partenaire elle souffre, ton partenaire il souffre, parce que tu ne sais pas quoi faire, c'est parce que ça ne fait pas de sens pour toi, tu as l'impression qu'il est fou ou elle est folle en face de toi, qu'ils ont perdu leur cerveau et que tu es un peu dans le jugement, dans le rejet, etc. Voilà, essaie d'accueillir ce qui se passe pour toi. Et ensuite, arrête-toi déjà de rassurer l'autre. Peut-être trouve une manière peut-être neutre de dire ok, je te vois, je t'entends, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je vois que pour toi, tu as eu peur. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, si tu sais pas comment réagir, déjà la curiosité, c'est souvent une bonne manière, sans juger, dans l'accueil, en disant moi, dans mon monde, ça fait pas énormément de sens, mais je te juge pas, je t'accueille. J'aimerais juste comprendre pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais c'est aussi important du coup de t'accueillir toi-même. Ça va être difficile d'aller vers l'autre si toi t'as pas accueilli ton inconfort à toi, parce que souvent quand on a un inconfort, ça pourrait presque être dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me sens en insécurité, je me sens pas amoureux ou je me sens pas aimé et j'ai envie de recevoir un je t'aime, j'ai envie que ma chérie elle me dise je t'aime, donc je vais être là je t'aime. Je vais dire je t'aime une fois, et puis elle me répond pas, peut-être elle me retourne pas, et puis 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée, je vais dire je t'aime, jusqu'à avoir un je t'aime en retour. C'était un je t'aime manipulateur, c'était pas un je t'aime parce que je t'aime, c'était parce que moi j'avais envie d'être aimé par quelqu'un d'autre, parce que j'ai du mal à m'aimer moi-même. Et donc là c'est pareil, ici on est dans l'accueil de soi d'abord, puis après on pourra aller vers l'autre. Et souvent quand tu as envie qu'on te dise je t'aime, il faut que toi tu t'aimes. C'est souvent un bel indicateur de toi tu dois t'aimer. Donc voilà, c'est des petits tu l'amour, des petits tu bienveillance, des petits... de la non-bienveillance ou de la non-bienveillance douce. Voilà, c'était un peu mon exemple pour te donner quelque chose de concret sur lequel tu peux te baser pour essayer de t'améliorer peut-être dans ton couple. Donc j'espère que ce mix d'expériences personnelles, d'apports de connaissances sur la bienveillance t'a donné des clés pour arriver à mieux cultiver cette dimension essentielle de ta relation, d'une relation saine aussi. J'espère que ce mini-guide de version Graines de Cœur, version En Amour, t'a plu, parce que pour moi il était vraiment important de le faire. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi, la bienveillance dans le couple, l'amour, la vulnérabilité, l'accueil, c'est des choses c'est un chemin de vie depuis maintenant longtemps, j'ai envie de dire presque 6-7 ans, et qui continue en fait, et qui est merveilleux, et qui devient essentiel en fait à ma vie au quotidien. Et j'en ai besoin dans mon couple, j'en ai besoin dans ma vie au-delà du couple, et c'est important. Donc j'espère que ce partage te sera utile, et encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si ça te parle, si tu me trouves à côté de la plaque, si tu me trouves parfaitement aligné sur la bienveillance, peu importe, dans les commentaires. Je te rappelle que tu peux laisser une note ou un petit commentaire aussi sur la plateforme dans laquelle tu écoutes le podcast, que ce soit iTunes, Spotify, je crois que c'est pas encore possible, mais peut-être bientôt, Deezer, etc. N'hésite pas à mettre une petite note ou faire un petit partage à un ami à qui tu penses que ça peut aider, ou une amie, ou une chérie, ou un chéri, ou un membre de ta famille. Ce sera le bienvenu. Vous commencez à être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Il y a plusieurs centaines d'écoutes par semaine maintenant, avec un pic le jour où l'épisode y sort. Donc c'est super. Merci de me suivre. Voilà, j'ai peu d'interactions au-delà de ce podcast où je parle tout seul avec toi. Si t'es pas dans ma vie réelle, on va dire, donc n'hésite pas à m'envoyer un email. Tu vas sur grainesdecoeur.fr, il y a un formulaire de contact
ou à répondre à un email de ma newsletter, voilà, pour poser tes questions, pour un peu voir, pour faire connaissance, ce sera avec plaisir. Mais bienvenue dans la communauté de Graines de Cœur en tout cas. Je voulais aussi te rappeler que je propose des accompagnements. Donc là, c'est pour les gens en couple, les gens individuels, enfin seuls, célibataires. C'est si tu veux, par exemple, progresser sur la bienveillance, que tu te dis, bah ça, j'aimerais faire ce qu'il dit dans le podcast. Là, je sais pas trop par où commencer, mais j'aimerais bien mettre ça en place dans ma vie. En fait, j'aimerais bien cultiver la bienveillance dans mon couple, dans ma vie, avec moi, avec les autres. Et l'accompagnement, c'est là pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre un thème ou on va prendre quelque chose que tu veux changer dans ta relation. On va se voir toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, selon ce qui est nécessaire, selon le temps que tu as à passer dessus. Et on va s'assurer que tu avances dans la direction, que tu chemines là où tu veux aller pour ton couple, pour toi-même, autour de choses qui sont liées à la relation de couple. Hein. Je fais pas du coaching ou des choses, je sais pas, de fitness ou j'en sais rien. C'est vraiment dans tout ce que je partage qui touche au couple. Donc ça, c'est l'accompagnement. Donc si tu es intéressé par un accompagnement, pareil, tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu regardes le formulaire de contact, tu peux me contacter où il y a une page de présentation un peu de ce que c'est, de comment ça marche, donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Et enfin, tu peux télécharger mon e-book, il est gratuit, il est offert en échange de ton prénom et de ton email sur le grainesdecoeur.fr, toujours sur le blog. C'est 5 outils de communication, notamment les 6 besoins de Tony Robbins que j'ai évoqués très rapidement tout à l'heure quand je parlais d'intention pure et que qu'on ne devait pas douter de l'intention de quelqu'un parce qu'il cherchait simplement à satisfaire des besoins. C'est expliqué dans le bonus, donc n'hésite pas à le télécharger pour le lire et tu comprendras tout ça bien mieux. Moi je te dis à la semaine prochaine, je te remercie pour ton écoute et à bientôt.